Ils ont fui le nazisme, critiqué le capitalisme, dénoncé la société de consommation. Et pourtant, ils n'ont jamais cessé de croire à la puissance de la raison. L'école de Francfort n'est pas une école au sens classique. C'est pour ainsi dire une révolte intellectuelle, une philosophie politique qui interroge notre monde moderne, qui interroge ses médias, sa technique, son pouvoir invisible. Alors, il se pose certaines questions. Pourquoi la raison, au lieu de libérer, sert-elle parfois à dominer? Comment les sociétés dites libres fabriquent-elles le conformisme? Des questions essentielles pour la santé de notre monde contemporain. Bienvenue sur Les Clés du Monde, la chaîne qui décrypte les empires des idées et les philosophies du pouvoir. Je suis Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Cette émission est consacrée à l'école de pensée qui a été essentielle à mon esprit critique. Abonne-toi dès maintenant et plonge avec nous dans la pensée critique de l'école de Francfort, une clé indispensable pour comprendre le 21e siècle. Voici les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture, Histoire. géographie, Société. technologie, Sport. écologie, Relations internationales. géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. L'école de Francfort est née dans les années 20 autour de l'Institut de recherche sociale de l'Université de Francfort. L'école de Francfort désigne un courant intellectuel plutôt interdisciplinaire qui allie philosophie, sociologie, économie, psychanalyse et théorie politique. L'objectif principal, l'objectif central de l'école de Francfort est de comprendre pourquoi les sociétés modernes, qui sont censées conduire à la liberté, au progrès et à la raison, produisent en réalité l'aliénation, la domination et surtout le conformisme. Ils ont façonné une pensée critique de la société globale qui cherche à dévoiler les structures idéologiques du pouvoir et à réhabiliter la raison qui conduit à l'émancipation de l'individu. Bref, une école d'une étonnante modernité. L'école de Francfort émerge dans une période de crise politique et morale. Nous sommes dans l'échec des révolutions ouvrières en Europe après 1918. Nous sommes face à la montée du nazisme, du fascisme et du stalinisme. Et nous sommes aussi face au triomphe du capitalisme industriel et de la culture de masse. Ces penseurs partent de l'analyse marxiste des rapports de force entre les classes sociales. Mais ils refusent le dogmatisme soviétique et la lecture purement économique de l'histoire. Ils veulent étendre l'analyse aux médias, au domaine culturel et à la société globale. Leur ambition est d'élaborer une théorie critique de la société, selon les termes mêmes de Max Horkheimer. Une approche capable de relier l'économie, la culture et la psychologie. La théorie critique ne veut pas seulement comprendre le monde, mais le transformer, dira le sociologue en 1937 dans son ouvrage Théorie traditionnelle et théorie critique. À l'école de Francfort, la théorie critique est une philosophie politique de l'émancipation des individus soumis au conformisme qui est lui-même induit par les médias. La théorie critique s'oppose à la théorie traditionnelle, parce que la théorie traditionnelle
est neutre et positiviste, suivant la philosophie d'Auguste Comte. Et quand elle prétend observer la société sans la juger, elle est incomplète. Ainsi, la théorie critique est en rupture avec la théorie traditionnelle, qui refuse de s'engager. Pour les Francfortois, toute pensée est située dans un contexte de pouvoir. La connaissance doit être réflexive, historique et forcément engagée. Leur objectif politique est donc clair, libérer l'individu de la domination. Que cette domination soit économique, idéologique ou même culturelle. Et c'est là qu'elle est différente de l'analyse marxiste ou de l'approche positiviste. Elle est déjà beaucoup plus holistique, là où l'approche marxiste se cantonne à la dimension économique. Ces philosophes cherchent donc à comprendre comment les structures sociales modernes reproduisent la soumission au nom de la rationalité, de la technique et du confort. La rationalité qui empêche à l'humain, par exemple, d'aller à l'encontre de ce que tout le monde dit, de ce que tout le monde sait déjà, et accepte comme factuel et véridique. La technique ensuite, qui a tendance à complexifier la compréhension des phénomènes et à mettre de la distance entre l'individu et ses propres actions. Et ensuite le confort, qui empêche à l'individu de questionner un monde qui lui confère le matériel nécessaire à sa réalisation de soi. Et c'est exactement contre ces trois freins que se dresse la dialectique de la raison. Après Max Horkheimer, voici Theodor Adorno, ou plutôt les deux ensemble dans la dialectique de la raison. L'ouvrage majeur de ces deux-là, Dialectique de la raison, publié en 1944, écrit en exil pendant la Seconde Guerre mondiale, marque une rupture profonde. La raison censée libérer l'homme de la nature, de la superstition, est devenue un instrument de domination. Et ils l'écrivent dans leur ouvrage. L'éclairement s'est retourné en son contraire. Ils montrent comment la rationalité moderne, calculatrice, technique, utilitaire, a transformé l'individu en simple maillon du système économique et bureaucratique. De telle sorte que l'individu ne réfléchit plus sur les gestes qu'il pose. Il les pose, c'est tout. Cette critique s'applique aussi à la culture de masse. Une culture de masse qui façonne les désirs, stimule les besoins, induit des comportements et produit des consommateurs dociles plutôt que des citoyens critiques. La dialectique de la raison est aussi une critique de la politique. La politique qui devient, dans cette perspective, une question de consentement, uniquement. Et qui n'est plus un espace de délibération démocratique. L'école de Francfort va introduire également la notion d'industrie culturelle, notion qui est développée par Adorno et Horkheimer dans les années 40. Les médias, le cinéma, la publicité et la musique populaire ne sont pas des simples instruments de divertissement, diront-ils. Ils sont des instruments d'intégration et d'adoption idéologique. Ils sont les premiers canaux d'endoctrinement. Ils pensent que sous couvert de liberté, la culture capitaliste uniformise les goûts, neutralise la critique et maintient cette domination intacte. Et c'est là que cette théorie est adaptée à la modernité. La prochaine contribution à l'école de Francfort est celle d'Herbert Marcuse, qui va pousser plus loin la critique de la modernité dans son ouvrage L'homme unidimensionnel, publié en 1964. Un texte fondamental de la philosophie politique critique,
qui est tout à fait emblématique de l'école de Francfort. Marcuse, qui est né en 1898 et mort en 1979, publie son œuvre en pleine guerre froide, au moment où le capitalisme industriel atteint son haut degré de prospérité dans les sociétés occidentales. Nous sommes en pleine période des 30 glorieuses. L'objectif de Marcuse est de comprendre pourquoi la société moderne, malgré sa richesse et sa technologie avancée, étouffe l'émancipation et la pensée critique. Marcuse observe que dans un monde dominé par la technologie, la consommation et la rationalité économique, le monde de l'homo economicus, eh bien, les individus sont devenus unidimensionnels. Que veut dire cela? Eh bien, tout simplement que les individus ne pensent et n'agissent plus que dans le cadre imposé par le système industriel avancé, soit le capitalisme ou le socialisme bureaucratique, les deux régimes de l'époque. Il écrit ceci: les hommes sont intégrés à la société qui les opprime par le confort qu'elle leur procure. Pour Marcuse, la domination moderne n'est plus brutale ni visible. Elle est tout simplement douce, psychologique et intégrée. Intégrée par l'individu lui-même. Les médias, la publicité, les loisirs, la consommation servent à neutraliser les convictions et les capacités de contestation. L'homme devient ainsi satisfait de sa servitude. Pour Marcuse, l'homme unidimensionnel est trois choses. C'est celui qui ne voit le monde que sous une seule dimension, celle de la productivité, du rendement et de la consommation. C'est aussi celui qui a perdu la capacité de penser autrement, de contester ou d'imaginer un autre modèle social. C'est enfin celui qui croit que le progrès technique est forcément synonyme de progrès humain. Erreur. Marcuse appelle à la capacité de penser contre la réalité existante, de dire non au monde tel qu'il est, et de tout simplement dire qu'un autre monde est possible. La philosophie de Marcuse est aussi une critique du capitalisme avancé et de la fausse liberté. Marcuse montre que le capitalisme moderne, loin d'avoir libéré les hommes, a simplement changé la nature de la servitude. Le travail aliéné persiste, mais il est caché dans le confort matériel. Les loisirs et les besoins sont fabriqués pour entretenir une population docile et docilisée. Les médias et la publicité diffusent une idéologie de satisfaction. La société produit donc une fausse conscience où l'homme croit être libre parce qu'il choisit entre tel produit ou tel produit, alors qu'il ne choisit pas le système qui les produit. Pour lui, la société industrielle crée un individu satisfait de sa servitude, piégé dans la consommation et l'efficacité. Comme il l'écrit lui-même, la liberté est devenue le choix entre des produits et des marques. La conséquence politique existe également. Le pouvoir ne s'impose plus par la force, mais par le désir manipulé. Dans la philosophie holistique de Marcuse, la technique est un instrument de domination. Pour Marcuse, la rationalité technique, c'est-à-dire le culte de l'efficacité, du calcul et du chiffre, devient une forme de domination politique. Sous couvert d'objectivité, la technique impose un ordre social où les décisions sont dépolitisées. On dit c'est la logique du système par exemple. Et les individus sont remplacés par des fonctions. La société devient totalitaire sans violence, car la coercition, elle est tout simplement intériorisée. Mais malgré son pessimisme, Marcuse n'abandonne pas tout espoir. Il mise sur une chose principale pour se libérer, et cette chose, c'est tout simplement la pensée. Pour lui, penser, c'est déjà résister, car la pensée critique réveille le désir d'un monde différent. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Oui. On dirait que l'homme unidimensionnel a été écrit pour le monde d'aujourd'hui. 60 ans après sa parution, l'homme unidimensionnel reste d'une actualité absolument saisissante.
Marcuse avait anticipé la société de consommation, la manipulation médiatique et la neutralisation de la critique par le confort et la distraction. Son message est clair, tant que nous croirons que tout ce qui est réel est nécessaire, nous resterons prisonniers du système. Je répète cette phrase. Tant que nous croirons que tout ce qui est réel est nécessaire, nous resterons prisonniers du système. Mais nous ne serions pas complets sans parler de Jürgen Habermas, qui dans les années 70 va apporter une nouvelle dimension, un nouveau souffle à l'école de Francfort. L'école de Francfort qui aura déménagé aux États-Unis pour cause de nazisme. Et l'originalité de la pensée de Habermas vient du fait qu'il va reprocher à ses prédécesseurs leur pessimisme et leur vision trop fermée de la rationalité. Habermas propose une alternative, la raison communicationnelle. Selon lui, la domination peut être combattue non pas par la révolution violente, mais par la discussion libre, rationnelle et démocratique entre les citoyens. Il écrit « Le pouvoir légitime repose sur la force du meilleur argument. » Autrement dit, la dialectique. Et le dialogue sera le fondement d'une politique véritablement émancipatrice. Autrement dit, c'est par le dialogue et la vérité et la force du meilleur argument que nous allons changer le monde. Un monde qui aujourd'hui est un monde de mensonges où la délibération publique est basée justement sur la duperie, sur la culture de la contrefaçon, de la contre-vérité, des deepfakes. Pourtant, la philosophie de Jürgen Habermas va influencer profondément la philosophie politique contemporaine, notamment dans les débats sur la démocratie participative et les espaces publics. Une victoire de courte durée puisque, comme je viens de l'exposer, le monde est plongé dans la spirale du mensonge et de la contre-vérité. L'école de Francfort a transformé la philosophie politique moderne en introduisant plusieurs apports majeurs. Premièrement, une critique globale des systèmes de domination. Le capitalisme, la bureaucratie, la technique, l'idéologie, la culture. Deuxièmement, une philosophie de la raison critique contre la rationalité instrumentale. Et enfin, une vision émancipatrice de la politique qui est fondée sur la dialectique, le débat constructif, la communication et la justice. Aujourd'hui, ces analyses résonnent face aux médias de masse, aux algorithmes et à la politique du spectacle. Les réseaux sociaux, la désinformation et la marchandisation de la vie privée confirment la lucidité de leur diagnostic il y a de ça près d'un siècle. La domination moderne ne se cache plus dans la force, mais dans le consentement. L'école de Francfort a fondé une philosophie politique critique de la modernité, refusant aussi bien le cynisme du pouvoir que le dogmatisme révolutionnaire. Son héritage réside dans cette exigence, penser pour résister, comprendre pour libérer, critiquer pour émanciper. Penser, c'est dire non, disait Théodore Adorno. Penser, c'est déjà résister. Si toi aussi tu veux comprendre les forces invisibles qui façonnent nos sociétés, du pouvoir médiatique à la domination culturelle, alors abonne-toi à cette chaîne. C'était un dossier pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde.